comment se donner du caractère, mais pas de manière superficielle, comment devenir réel. Voilà. En 5 minutes. La clé, pour moi, consiste à réintégrer son prédateur. Donc le prédateur, c'est un terme qui vient pas de moi, hein. C'est un terme qui est pas mal utilisé aujourd'hui dans la sphère je sais pas, spirituello-ésotérique, peu importe. C'est un terme que je trouve assez parlant. Alors, il y a deux termes il y a deux styles de prédateurs. Enfin, bon, c'est un peu binaire mon approche, mais tant pis, comme ça au moins c'est simple. Donc, on a le prédateur, on va dire, masculin et le prédateur féminin. Donc, masculin-féminin, ce sont deux principes en soi. Le masculin, c'est ce qui est extérieur, qui s'extériorise. Le féminin, c'est ce qui s'intériorise. Donc, on a un prédateur dans la destruction, parce que, en fait, tant qu'on n'a pas réintégré son prédateur, on est inconscient. Et donc, tant qu'on est inconscient, on est dans la destruction. Toujours. Donc, vous avez un prédateur, donc, polarité masculine, qui sera dans les destructions à l'extérieur. Et vous avez un prédateur à polarité féminine qui sera dans plus l'autodestruction. En soi, on a les deux. Mais, en fonction des personnes, vous allez avoir une tendance majoritaire. Par exemple, moi, ma tendance majoritaire, même si j'étais dans l'autodestruction, enfin, j'ai été dans l'autodestruction toute mon adolescence, et puis après, j'ai inversé la destruction, et elle est devenue extérieure. C'est-à-dire que, comme je vous l'avais dit, hein, dans ma relation de couple, j'étais dans la castration. C'est la rencontre avec un homme avec un important niveau de réel qui m'a confrontée à cette réalité de manière froide et de manière détachée, qui m'a permis justement de prendre conscience de cette réalité, sinon j'aurais continué en fait. À l'inverse, mon partenaire, lui, avait la prédation inversée, donc il avait la prédation féminine, donc la prédation d'autodestruction, autosabotage, autodestruction. Donc, devenir réel, c'est justement de pouvoir déjà reconnaître la tendance majoritaire du prédateur en nous, et donc de l'intégrer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de l'aimer. C'est bizarre, hein? Comment est-ce qu'on peut aimer quelque chose qui est destructeur? L'aimer, l'amour, c'est un principe, hein. C'est un principe d'intégration. Ça n'a rien à voir avec un truc sentimental, l'amour, hein, ni de sensiblerie. Ça n'a rien à voir. L'amour, c'est de l'intelligence. Par exemple, une mère aime son enfant réellement quand elle aime aussi se rapproche de l'amour réel si elle aime un enfant qui, par exemple, a un karma de ouf et même a été, je sais pas moi, est un tueur en série et l'aime quand même, sans condition. Ça, c'est de l'amour d'intégration, ça, c'est de l'amour détaché déjà. Bon, donc l'intégration du prédateur en nous, alors, donc c'est dans un premier temps, c'est d'intégrer le prédateur majoritaire. Donc moi, en ce qui me concerne, c'était donc la castration. La castration, c'est ça part à la base d'un désir de protéger l'autre. Toujours, hein, comme les mères castratrices, au départ, elles veulent protéger leur enfant. Mais du fait qu'elles ne savent pas gérer leur propre énergie, qu'elles ne sont pas maîtres de leur prédateur ou d'elles-mêmes, elles surprotègent, donc elles étouffent et elles détruisent. A l'inverse, vous pouvez avoir une mère qui est donc dans une forme de prédation inversée, donc dans une forme d'autodestruction, qui sera également néfaste pour l'enfant. Alors, l'autodestruction du prédateur inversé, de polarité féminine, ça ne veut pas forcément dire de se tailler les veines, d'être dans des formes extrêmes de masochisme, des trucs comme ça. Ça peut être tout simplement, à un niveau moins important, l'effacement. Le fait d'être effacé. Le fait, par exemple, de toujours tout prendre sur soi. Le fait d'être une éponge. On est tous des éponges, parce qu'on est tous sensibles. Mais
le fait de trop absorber, de trop éponger, de trop tout prendre, de trop tout ressentir, ça c'est un prédateur féminin non intégré aussi. C'est un problème. Et le truc, c'est que cette intégration du prédateur, autant le masculin que le féminin, pour pouvoir réaliser cette intégration, à un moment donné, il va falloir se mettre en colère. Il va falloir activer ce feu, cette colère froide. La colère froide, c'est une colère contre soi-même. Hein. C'est une colère contre la prédation en soi. Pour permettre, par la colère, de retourner l'inversion. Donc, ce qui sera de l'autodestruction sera retourné et utilisé comme principe positif et créateur et expansif. Tout comme la prédation destructrice masculine extérieure sera retournée pour nourrir, c'est ça, pour nourrir la polarité féminine. En fait, c'est exactement ça, voilà, c'est ça. Alors, je vais le dire autrement. Donc, une personne qui serait dans un aspect de prédation féminin, d'autodestruction, va activer sa colère contre elle-même, donc contre ces forces-là, inconscientes, et par le feu de sa colère, adressée contre ces forces, va faire jaillir, faire émerger son principe masculin. A l'inverse, la femme, dans un aspect dominant de prédation extérieure masculine, va adresser son feu contre elle-même, contre ses forces, pour faire jaillir son principe féminin. Et ainsi permettre un rééquilibrage. Parce que le problème, c'est quoi? C'est toujours la polarisation, c'est toujours la séparation, c'est toujours la fragmentation. Cerveau gauche, cerveau droit, blanc, noir, masculin, féminin. Et nous sommes des êtres, alors j'allais dire androgyne, mais c'est un terme qui ne correspond pas. L'androgynité, ça a été associé à Baphomet et tout. Mais en fait, les figures occultes, ce sont en fait des supports non intégrés. C'est-à-dire qu'on est aussi des Baphomet, on est des androgynes. Mais c'est à nous comment on appelle ça, de s'approprier ces principes-là. Donc, ils existent en tant qu'archétypes sataniques ou je ne sais quoi, tant qu'ils ne sont pas intégrés par des individualités. Donc, l'objectif, c'est bien cet équilibrage des deux. Alors, c'est pas de l'androgynité au sens matériel, au sens, ok, vous allez devenir des hermaphrodites, ou bien on va changer de sexe, parce que ça, c'est du matérialisme. On n'a pas besoin de changer de sexe. En fait, les gens ont besoin de changer de sexe quand ils n'ont pas réalisé cette alchimie intérieure. Parce que, après, je juge pas, hein, parce que au niveau de l'expérience, certaines personnes ont besoin de changer de sexe. Ils ont besoin de vivre ce karma. Donc, ça peut être nécessaire dans un processus d'évolution. Ça, c'est, en fait, rien n'est bon, rien n'est mal. À partir du moment où vous jugez quelque chose, vous dites ah là, ce sont des sataniques qui changent de sexe. Waouh, c'est que vous êtes il y a un problème, un truc qui va pas en vous, c'est votre partie en vous d'androgyne, votre partie trans. Et ouais, on est des trans aussi. Mais trans, c'est d'une grande dimension, transdimensionnelle, sur tous les plans, sur tous les aspects, et aussi sur le plan sexuel. Mais on n'a pas besoin de changer à l'extérieur, on est déjà trans à l'intérieur. On a le masculin et le féminin qui doivent s'équilibrer dans les proportions qui nous correspondent. En fait, ces trucs de genre, ça va pas parce que c'est des théories. Donc en fait, il y a des références, des archétypes qui sont créés, donc des formes, pour nous enlever de l'individualité. Alors qu'en fait, cet équilibrage, ce rapport, ces proportions, c'est ce qui correspond à notre sensibilité. Point final. Il n'y a pas de référence, il n'y a pas de modèle. C'est à chacun d'équilibrer de la manière qui lui correspond pour que la personne puisse se sentir bien en elle-même. Pour se sentir tout simplement, comme il dit tout le temps Bernard, bien dans sa peau. C'est tout. Et après,
les connexions à l'extérieur avec les uns et les autres se font en fonction de nous, de notre équilibrage et de notre harmonisation qu'on a effectué en nous-mêmes. Donc on va être attiré, on va aller entrer plutôt en résonance, parce que d'ailleurs je vais redéfinir la relation maintenant. On va entrer en résonance ou en vibration avec l'autre par rapport à des à notre propre sensibilité. Par rapport à la relation, voilà, bon, alors je m'en veux, enfin, c'est pas que je m'en veux, non, je m'en veux pas, mais les 3 vidéos que j'ai fait sur le couple, bon, j'ai parlé de couple, mais j'aime pas, je dois avouer, j'aime pas ce terme, en fait. Ah, j'aime pas ce mot, le mot couple, ah, mais ça, bah, ça fait chier, on se fait chier, quoi. Pour moi, couple égale se faire chier. Pour ça que j'aime pas. Et pour ça que, pour moi, l'amour, c'est quelque chose d'expansif et qui amène du nouveau, qui amène de la création, qui est une aventure qui est extraordinaire. Et donc, il y a tout un tas de relations possibles, en fait. Hein. Alors, sans parler de polyamour, alors ça va au chiotte, le polyamour. Ça, c'est le polyamour, c'est pour les frustrés bobos, hippies, planants, qui veulent tout simplement... avoir du sexe, mais qui veulent utiliser un terme à l'eau de rose pour masquer la culpabilité qu'ils ont à prendre leurs pieds, donc ils vont se faire foutre. Au chiotte de polyamour, c'est niaiseux. Non, moi je parlerais plus de différentes relations de nature différente, voilà. Bernard disait que dans le futur, les humains feront l'amour par le chakra, par la gorge. Genre, gorge profonde. Non, c'est pas ça. Hein. C'est pas genre, vas-y, enfonce-moi ta teub au plus profond, là, c'est... Quoique après, chacun son truc. Mais, il parlait de vibration. Donc, il parlait de sons, de paroles, de verbes, de timbres, d'intensité. Et je pensais pas qu'on serait projeté aussi rapidement là-dedans, parce que avec le confinement... on se retrouve à faire de la télé-amitié puis du télé-amour. Alors attention à toute forme de sentimentalisme, à toute forme de colle et de glu régressive, à toute forme de niaiserie, à toute forme de sensiblerie. Attention à ne pas devenir des Emma Bovary ou des je sais pas, ça existe comment en version mec, Emma Bovary version mec, qui est là à se transiter, enfin dans le sens à se laisser aller comment on appelle ça, quand on est un amoureux transi là, parce que ça nourrit quoi? Ça nourrit la frustration. Il faut pas qu'il y ait de frustration sexuelle. En fait, le truc c'est que l'amour vibratoire ou simplement par la vibration, ça fonctionne à une seule condition, c'est qu'il n'y ait absolument aucune frustration au niveau sexuel, donc des chakras du bas. Parce que sinon, tu vas en fait, tu vas faire déverser ton énergie sexuelle non vécue dans le truc vibratoire et ça sera pas pur. Enfin, dans le sens, ce sera gluant. Enfin, je sais pas comment dire. Ce sera moins puissant. Ce sera moins vibratoire. Donc, à la limite, vaut mieux se branler sur YouPorn, quoi. Comme ça, pour évacuer l'excès d'énergie sexuelle. Enfin, c'est compliqué. Non, en fait, ce qui flingue la vibration, c'est quand par exemple, une femme ou un homme qui a pas du tout, qui est en frustration sexuelle, vient mettre de la suavité, de la suavité séductrice dans la voix. Ça donne un truc un peu merdique, quoi. Je sais pas, ça manque de poigne en fait. Et puis même chez la femme, la femme qui parle avec sa voix et son chakra du cœur, en fait elle parle avec sa culotte, quoi. Elle parle avec sa chatte qui n'a pas été assez baisée. Et c'est... Alors il y en a, ça les excite, mais justement ça excite le côté, le chakra du bas. Donc c'est pas le chakra de la gorge. Ah mais moi je supporte pas, moi. C'est une nana qui parle comme ça, c'est une paire de baffes, quoi. Ou alors, il faudrait lui dire une paire de bites, sauf que, une bite dans chaque trou et c'est bon.